Il était allongé, incapable de bouger, sous médicaments. Et pendant ce temps, la porte de sa chambre s'ouvrait doucement chaque nuit. Pas un inconnu, son meilleur ami. Ce que cet homme a fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Ce n'est pas une histoire de trahison ordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu l'usage de son bras droit, sa parole, sa mobilité, et qui, depuis son lit d'hôpital, a monté en silence une stratégie que même son avocat n'avait pas anticipée dans ses moindres détails. Il pensait qu'il dormait. Il pensait. Bienvenue sur Histoire d'infidélité, la chaîne où les vraies histoires sont racontées sans filtre, sans jugement, jusqu'au bout. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. On est curieux de savoir d'où vous venez. Aujourd'hui, vous allez suivre chaque étape de ce que cet homme a vécu, du moment où quelque chose a lâché dans sa tête, jusqu'au matin où il s'est levé, s'est habillé et a posé une enveloppe sur la table du petit déjeuner. Restez avec nous. Je ne compris pas tout de suite que je mourrais. Pas dans le sens où l'on meurt d'une maladie. Cela, je l'avais compris rapidement lorsque mon bras droit avait cessé de m'obéir et que les mots s'étaient soudain transformés en bouillie dans ma bouche, en plein milieu d'une conversation avec le contremaître sur le chantier. Je parle d'une autre mort, lente, intérieure, celle qui survient lorsque la personne en qui vous aviez la plus absolue confiance use de votre impuissance comme d'une opportunité. J'avais 43 ans quand l'AVC est arrivé. 43 ans, ce n'est pas la vieillesse, c'est le milieu de la vie, si l'on a de la chance. J'avais tout. Une entreprise bâtie en 12 ans, un appartement dans un bon quartier, une voiture, une maison de campagne, et Marie, mon épouse, avec qui je vivais depuis 17 ans. Notre fille, Léa, avait 14 ans à l'époque. Il me semblait que le pire était derrière nous. Nous avions traversé les années difficiles, les crises, cette période où l'argent manquait tellement que nous mangions des pâtes 3 fois par jour. Nous avions survécu et nous en étions sortis. Je croyais que désormais, tout irait de l'avant. L'AVC survint un jeudi, à 2h30 de l'après-midi. Je me souviens de l'heure à la minute près, parce que je regardais ma montre au moment précis où je sentis quelque chose éclater dans ma tête. Ce n'était pas douloureux, juste la sensation d'une corde tendue qui se rompt quelque part à l'intérieur du crâne. Le contremaître, Thomas, eut le réflexe de me rattraper quand je commençais à tomber. Les secours arrivèrent vite. À l'hôpital, on me dit « Vous avez eu de la chance de ne pas mourir sur place ». On me dit « Vous avez eu de la chance de ne pas perdre complètement la parole ». On me dit « Vous avez eu de la chance que le côté droit commence à récupérer ». Je restais allongé en pensant « Voilà, j'ai eu de la chance ». Marie arriva 1 heure plus tard, les yeux rouges, me tint la main, me dit que tout irait bien. Je la crus. Je l'avais toujours cru. On me laissa sortir au bout de 3 semaines. Non pas parce que j'étais guéri, mais parce que, dirent les médecins, la convalescence se passe mieux à la maison. Il fallait du repos, un rythme régulier, des médicaments à heure fixe, des neuroprotecteurs, des anticoagulants, des antidouleurs pour la nuit. J'avais de violentes migraines qui déferlaient par vagues, surtout en fin de journée. Ces comprimés étaient sérieux, je les prenais, et 20 minutes plus tard, je sombrais dans un sommeil lourd, cotonneux, sans rêve. C'est Marie qui mesurait les doses, qui apportait le verre d'eau. Je croyais qu'elle prenait soin de moi. Les 2 premières semaines à la maison, je me levais à peine. Mon bras droit m'obéissait un coup sur 2. Je marchais avec difficulté. Je me fatiguais vite. Marie avait posé un congé, cuisinait, faisait le ménage, restait à mes côtés. Tout était comme il fallait, tout était à sa place. Léa rentrait du lycée, faisait ses devoirs dans la cuisine, venait parfois s'asseoir au bord de mon lit et me racontait des bribes de sa journée. Je me disais, ça ira, je m'en sortirai. Les hommes ont traversé bien pire. Nicolas apparut environ 1 semaine après mon retour de l'hôpital. Nicolas Bertrand, un ami de la famille, pourrait-on dire. Nous nous étions rencontrés 10 ans plus tôt par des connaissances communes. Au début, on se retrouvait pour boire un verre de temps en temps, puis naturellement, il était devenu l'un des nôtres. Il passait souvent chez nous, nous allions chez lui. Célibataire, divorcé, sans enfant, un homme jovial, de bonne compagnie. Je lui faisais confiance. Nous n'avions jamais mêlé l'argent à notre amitié. J'ai toujours pensé que les affaires abîment les liens, mais pour tout le reste, il était là.
Quand mon père était mort, Nicolas avait été le premier à arriver. Quand Marie et moi avions traversé une période difficile il y a environ 8 ans, une longue histoire, nous avions failli nous séparer, Nicolas m'avait parlé des nuits entières. Tiens bon, ça arrive à tout le monde. Vous avez besoin l'un de l'autre. Je lui faisais confiance comme je faisais confiance à Marie, peut-être même davantage, parce qu'on n'attend pas l'intérêt d'un ami. Il arriva avec des fruits et du cognac. Le cognac, précisa-t-il, ce n'est pas pour toi, c'est pour Marie, pour les nerfs. Il resta une vingtaine de minutes. On parla de choses et d'autres. Je me fatiguai vite. Il repartit. Marie le raccompagna jusqu'à la porte. Je les entendis échanger quelques mots à voix basse dans le couloir. 3 minutes, pas plus. Je n'y prêtais pas attention. Les gens parlent. Un ami était venu, il avait apporté son soutien. Tout était normal. Et pourtant, quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi. Juste quelque chose qui s'accrocha dans ma tête. Pas même une pensée, plutôt une sensation. Comme une écharde invisible que l'on ne voit pas, mais que l'on sent. Je l'écartai. Je me dis que c'était une séquelle de l'AVC. Les médecins m'avaient prévenu, instabilité émotionnelle possible, anxiété, pensée paranoïaque. Je mis ça sur ce compte-là, à tort. Nicolas se mit à venir souvent, tous les 2 jours, parfois à chaque jour, toujours avec quelque chose, des provisions, des médicaments que Marie lui avait demandé d'acheter, ou simplement comme ça. Au début, j'étais content. Rester allongé seul toute la journée et pesant. La télévision lasse, les livres étaient difficiles, mon cerveau tournait au ralenti. Nicolas arrivait, s'asseyait près de moi, me racontait des nouvelles de connaissances communes, des faits divers, des futilités. Parfois, nous regardions le football en silence. C'était normal, cela ressemblait à de l'amitié. Avec Nicolas, Marie était différente. Je ne le remarquais pas tout de suite, ou plutôt si, je le remarquais, mais sans comprendre ce que je voyais. Elle s'animait, riait plus fort, plaisantait. Quand il repartait, cette vivacité semblait partir avec lui. Elle redevenait fatiguée, silencieuse, concentrée sur elle-même. Je me disais, bien sûr qu'elle est épuisée, un mari alité, 1000 soucis, le travail, la fille. Je me disais, c'est bien qu'avec Nicolas elle puisse au moins souffler, se changer les idées. Je me disais beaucoup de choses, sauf ce qu'il aurait fallu penser. Ce qui m'alarma vraiment, pas même alarma, plutôt piqua, se produisit vers la fin de la 2e semaine à la maison. Je me réveillais la nuit à cause d'une douleur dans la tête. Cela arrivait. La vague déferla. Je restais allongé à attendre qu'elle passe. Il était environ 3 heures du matin. Marie dormait dans la pièce d'à côté. Dès le premier jour après l'hôpital, nous avions dormi séparément. C'est elle qui l'avait proposé. « Tu as besoin de calme, je te dérangerai. Et puis je dors légèrement, c'est plus simple. » J'avais accepté. Il n'y avait rien d'étrange à cela non plus. Nous avions déjà dormi séparément par le passé, quand l'un de nous était malade ou ronflait. Donc, 3 heures du matin, la migraine, et soudain la certitude que quelqu'un se trouvait dans l'appartement. Pas le bruit d'une effraction, pas un son étranger, juste des pas prudents, le léger craquement du parquet dans le couloir. Je me dis que c'était Marie qui allait à la cuisine chercher de l'eau. Je restais allongé, j'attendis. Les pas se turent. Puis très doucement, à peine perceptible, quelque chose comme un murmure. Où était-ce mon imagination? Je n'en étais pas sûr. Ma tête bourdonnait, les médicaments n'avaient pas encore tout à fait lâché prise. Je décidai que j'avais rêvé. Je me tournai sur le côté et me rendormis. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je dis à Marie « J'ai entendu des pas la nuit. Tu étais sortie ?» Elle me regarda calmement et répondit « Non, je dormais. Tu as peut-être rêvé ?» Je hochai la tête, peut-être. Mais dans ma tête, cette écharde était toujours là, un peu plus profonde, un peu plus aiguë. Nicolas arriva ce jour-là à l'heure du déjeuner, apportant une soupe maison dans une boîte. Sa mère cuisinait pour lui, il faisait parfois cela. Marie la fit réchauffer, la posa sur la table. Ils déjeunèrent ensemble dans la cuisine pendant que je restais allongé. J'entendais des rires. Son rire à elle, qui se faisait si rare ces derniers temps. Léger, vrai. Je restais allongé à écouter ce rire,
et quelque chose de mauvais montait en moi. Pas de la colère, non, plutôt une angoisse sourde, sans nom. Ce soir-là, Léa me dit quelque chose. Elle ne mesurait pas ce qu'elle disait. Elle me racontait simplement sa journée, le lycée, et lança en passant, comme si de rien n'était. « Papa, Nicolas a oublié sa veste ici la nuit dernière. Maman l'a rappelé après. » Je répondis « Léa repartit, et je restais allongé à tourner ce mot dans ma tête, la nuit. Nicolas était là, la nuit. Marie avait dit qu'elle dormait. J'aurais pu demander directement. Mais vous ne comprenez pas dans quel état j'étais. Mon cerveau fonctionnait au ralenti. Les mots me coûtaient un effort. La moindre conversation épuisait des forces que je n'avais plus. Et puis je ne voulais pas croire. C'est important à comprendre. Je ne voulais pas. 17 ans que j'aimais cette femme. J'avais tout construit pour elle et pour notre fille. Je ne voulais pas que ce soit vrai, alors je cherchais une explication. Nicolas était passé en soirée, s'était attardé, avait oublié sa veste, était reparti. C'est normal. Marie ne m'en avait pas parlé parce qu'il n'y avait rien à en dire. Tout était logique, tout s'expliquait. Je m'en convainquis et me calmai pour un temps. Une semaine passa encore. Je commençai à me lever. D'abord brièvement, puis plus longtemps, parcourant l'appartement en m'appuyant au mur. Le médecin venait 2 fois par semaine. Bonne évolution, continuez. Les antidouleurs devinrent moins nécessaires. Les douleurs reculèrent un peu. Je commençai à penser plus clairement, à ressentir plus nettement. C'est alors que je me mis à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées avant, ou que je ne voulais pas remarquer. Marie s'habillait différemment. Je sais que ça paraît dérisoire, mais j'avais passé 17 ans avec cette femme et je connaissais chacune de ses habitudes. À la maison, elle portait toujours de vieux jeans et des t-shirts, pratiques, confortables. À présent, le matin, elle mettait autre chose. Rien de provoquant, juste autre chose, un peu plus soigné. Parfois, elle arrangeait ses cheveux. Je la regardais en pensant « Pour qui ? Pour moi ?» J'étais allongé dans ma chambre. Cela m'était indifférent. Léa était au lycée. Alors pour qui ? Le téléphone. Marie avait toujours été quelqu'un d'ouvert avec son téléphone. Elle ne le cachait jamais, ne quittait jamais la pièce pour parler, ne le posait jamais écran contre la table. Maintenant, le téléphone était toujours sur elle. Toujours. Elle l'emportait même dans la salle de bain. Quand il vibrait, elle le saisissait aussitôt. Avant, elle pouvait ne pas le regarder pendant des heures. J'observais cela et me disais, peut-être quelque chose au travail ? Peut-être sa mère qui écrit souvent ? L'odeur aussi. Un jour, elle entra dans ma chambre pour apporter les médicaments et je sentis qu'elle venait de prendre une douche. Des cheveux légèrement humides, le parfum frais du shampoing. Il était 2 heures de l'après-midi. Elle ne s'était jamais lavée en milieu de journée, seulement le matin. J'assemblais tout cela dans ma tête sans vouloir l'assembler. Prise isolément, chaque détail ne signifiait rien. Une femme qui prend soin d'elle, normal. Un téléphone gardé près de soi, son droit. Une douche l'après-midi, elle était fatiguée, voulait se rafraîchir. Tout s'expliquait, tout pouvait s'expliquer. Nicolas continuait de venir. Je me mis à les observer. Pas intentionnellement, je restais allongé et je regardais. Il se touchait à peine en ma présence. À peine. Une fois, il passa derrière elle alors qu'elle était devant la cuisinière et effleura son épaule, juste la main, en passant. Elle ne réagit pas, ne se retourna pas, ne s'écarta pas, comme si c'était une habitude, comme si c'était normal. Je fermai les yeux et fis semblant de dormir. Puis il y eut un moment que je n'arrive pas à oublier. Nicolas partait. Il se trouvait dans le couloir. Je restais dans la chambre, la porte ouverte. Il ne savait pas que je ne dormais pas, et je l'entendis dire doucement « Tout va bien ?» Elle répondit encore plus bas « Je ne sais pas. » Un silence, puis sa voix à lui « Il dort. » Elle tout de même, la porte, le silence. Je me dis « Il parle de ma santé. Il demande si tout va bien. Il pense à moi. Elle ne sait pas si ça ira. » Logique, convaincant. Je m'en convainquis à nouveau. Mais la nuit, je ne dormis pas. Je restais dans le noir à faire tourner cela encore et encore. Il dort. Il dort. Qu'est-ce que ça voulait dire ? S'il parlait de ma santé,
Pourquoi cela avait-il de l'importance que je dorme ou non? Cela n'avait de l'importance que s'il faisait quelque chose qu'on ne peut pas faire quand je suis éveillé. Je restais ainsi jusqu'au matin, me levais, allais à la cuisine, bus un verre d'eau, regardais mon reflet dans la vitre sombre, visage amaigri, teint gris, paupières droites légèrement tombantes, séquelles de l'AVC. Je me regardais et pensais, et si tu étais toi-même responsable? Et si tu étais devenu tel quel? J'arrêtais cette pensée, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle faisait trop mal. Les médecins m'avaient prévenu de tout cela. La dépression post-AVC, la paranoïa, cette tendance à tout percevoir à travers un verre sombre. Je m'accrochais à cette explication. Il me semblait n'avoir que deux choix. Soit je perdais la raison à cause de la maladie, soit ce que je redoutais était en train de se passer. Le premier valait mieux. Le premier se soignait. Le second, non. Je décidai de parler à Nicolas. Pas l'accuser, pas faire de scène. Juste parler, croiser son regard, dire quelque chose et observer sa réaction. Je connaissais cet homme depuis 10 ans. Je savais lire son visage. Il arriva le lendemain. Je me levai, gagnai le salon. Je marchais à peu près normalement désormais, quoique lentement, et m'assis en face de lui. Marie était dans la cuisine. Je regardai Nicolas et dis « Dis-moi, comment tu vas ?»« Bien, dit-il. Et toi ?» Je récupère. J'ai l'impression de devenir fou parfois, des pensées qui s'imposent. Il me regarda sans ciller, tranquillement, et dit « C'est normal après ce que tu as vécu. Les médecins l'avaient dit, non ?»« Oui, répondis-je, il l'avait dit. » Je le regardai dans les yeux. Il ne détourna pas le regard, n'eut pas le moindre tressaillement, esquissa même un demi-sourire. « Tu t'en sors bien, vraiment ?» Je ne vis rien, absolument rien. Soit il était innocent, soit c'était un très bon acteur. Je retournai dans ma chambre et restai allongé à fixer le plafond. Je conclus que je me faisais des idées, que c'était la maladie, qu'il fallait me calmer, guérir et ne pas soupçonner les gens qui m'aidaient. Je me calmais. Pendant 5 jours. Le 6e, Léa rentra du lycée plus tôt que d'habitude, un cours annulé. Elle vint me voir et je vis immédiatement à son visage que quelque chose n'allait pas. Elle était pâle, s'assit près de moi, mais de façon mécanique, parlait sans vraiment parler. Je demandai « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Rien. Puis elle se leva et alla dans sa chambre. Je restai allongé un moment, puis me levai lentement, m'appliant au mur, et allai jusqu'à sa porte. Je frappai. Elle ouvrit. J'entrai, m'assis sur la chaise, et la regardai. Elle détournait les yeux. « Léa, je suis ton père. Quoi que tu aies vu, tu peux me le dire. » Elle garda longtemps le silence, puis murmura. « Papa, je n'ai rien vu. » Mais la façon dont elle dit cela, sans me regarder, serrant le coin de sa couverture entre ses doigts, je compris qu'elle avait vu. Je ne la pressai pas. « D'accord. Si tu veux parler, je suis là. » Et je sortis. Cette nuit-là, je ne pris pas mes médicaments. Pour la première fois depuis le début. Je les jetai dans les toilettes et m'allongeai. Je fis semblant de dormir. J'attendis que Marie vienne vérifier, comme chaque soir. Elle entrait, regardait, s'assurait que je respirais régulièrement et repartait. Puis je restais allongé dans le noir, sans bouger. Et dans la nuit, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je connais le grincement de cette porte. Je l'entends depuis 17 ans. C'était lui, discret, prudent, mais reconnaissable. J'entendis des pas dans le couloir. Un seul être humain marchant sur la pointe des pieds. Puis un léger claquement. La porte de la chambre d'à côté, celle de Marie. Le silence. Je restais allongé à fixer le plafond. J'éprouvais quelque chose d'étrange. Ni rage, ni douleur. Le vide. Comme si quelque chose s'était simplement éteint en moi. Comme si je le savais depuis longtemps et n'attendais plus que la confirmation. Elle était venue. Et maintenant, il n'y avait plus que le vide. Je savais que je ne pouvais pas entrer dans cette chambre. Non par peur. Mais après un AVC, j'étais physiquement fragile
et tout choc violent pouvait me tuer, littéralement. Les médecins avaient été clairs, aucun stress, aucun effort brutal, aucune scène. Je restais allongé et compris, ils avaient compté là-dessus. Ils savaient que je ne pouvais pas entrer, que je ne pouvais pas faire de scène, que les médicaments m'endormaient chaque soir à 22h et que je n'entendrais rien. Ils avaient tout calculé. Je ne sais pas combien de temps s'écoula. Puis des pas revinrent, discrets. Le grincement de la porte, le silence. Je ne dormis pas jusqu'au matin. Le matin, Marie apporta le petit déjeuner, le même qu'à l'accoutumée, du porridge, du thé, les médicaments. Elle posa tout, me demanda comment j'allais. Je la regardais. Elle était calme, coiffée, sentait sa crème habituelle. Rien en elle ne trahissait quoi que ce fût. Absolument rien. 17 ans. Et je la regardais comme une étrangère. Je pris les comprimés, les mis dans ma bouche. Quand elle sortit, je les crachai dans mon poing. À partir de ce jour, j'arrêtai les antidouleurs. La tête faisait mal, je supportais. Mais je dormais à moitié et j'entendais tout. Nicolas vint encore 3 fois la nuit sur les 2 semaines suivantes. Chaque fois, je restais allongé à écouter. Chaque fois, le même rituel. Les pas prudents, le claquement de la porte, le silence, puis le retour. Je restais allongé à compter, compter et réfléchir et préparer. La douleur, bien sûr, on n'y échappe pas. Ce n'était plus cette douleur aiguë de la première découverte. C'était une autre douleur, sourde, constante, comme une blessure mal cicatrisée que l'on touche sans cesse. Je pensais à comment j'avais rencontré Marie. Elle avait 24 ans, j'en avais 26. On s'était retrouvés à l'anniversaire d'une amie commune. Elle riait d'une plaisanterie idiote. Et j'avais pensé, voilà cet être est pour moi. Je pensais à notre mariage, à la façon dont elle avait pleuré devant l'autel. Pas de chagrin, d'émotion. Elle avait toujours réagi ainsi aux choses importantes. Je pensais à Léa, toute petite, rose, hurlante, que la sage-femme m'avait placée en premier dans les bras, et mes mains tremblaient. Je pensais à tout cela et me disais, tout cela était vrai. Ce n'est pas une invention, c'était réel. Et en même temps, tout cela était devenu autre chose, comme une photographie sur laquelle on a renversé de l'eau et qui a commencé à se dissoudre. Nicolas, 10 ans. 10 ans à notre table, à nos anniversaires, dans notre maison de campagne. Il m'avait tenu par les épaules quand mon père était mort. Il m'avait dit « Tiens bon, tu es un homme solide ». Et malgré tout cela, malgré tout, je pensais « Depuis quand ? Quand cela avait-il commencé ? Avant l'AVC ? Ou étais-je devenu pratique une fois alité, impossible à surveiller, impossible à surprendre, endormi par les médicaments à 22h ? Je repassais les dernières années en revue, cherchais les moments qui prenaient désormais un autre sens. Et je les trouvais, bien sûr, on trouve toujours quand on cherche. Leurs regards, leurs conversations, ses sorties chez une amie, ses apparitions à lui dans les moments où je n'étais pas là. Je ne savais plus ce qui était réel et ce que je m'inventais, mais cela n'avait plus guère d'importance. Ce qui comptait, c'était autre chose. Il me fallait des preuves. Pas pour moi, je savais déjà. Pour le divorce, pour ce que je préparais. J'appelais mon avocat, pas depuis le téléphone fixe, pas depuis mon portable. Marie connaissait les 2 numéros et pouvait vérifier. J'appelais depuis un vieux téléphone qui dormait dans un tiroir, batterie à plat. Je le rechargeais en secret. J'appelais. Maître Blanchard, nous travaillions ensemble depuis 8 ans, m'écouta. Je parlais à voix basse, brièvement. Il dit « Compris ». Il savait quoi faire. Il me recommanda quelqu'un, un détective privé, discret, sans bruit inutile. Je lui fis parvenir les informations par l'intermédiaire d'un de mes collaborateurs en qui j'avais confiance, venu me rendre visite sous prétexte d'affaires, et qui repartit avec un mot écrit à la main. Le détective se mit au travail. Pendant ce temps, je continuais à rester allongé. Je prenais les médicaments, uniquement ceux sans lesquels ma santé était en danger. Les autres, je les jetais. Je parlais à Marie comme d'habitude, regardais Nicolas comme d'habitude, jouais le jeu. C'était le plus difficile, faire semblant, la regarder et sourire, le regarder et ne rien laisser paraître. Je ne savais pas que j'en étais capable.
Apparemment, j'en étais capable. Léa. Je pensais sans cesse à Léa. 14 ans. Elle n'était plus une petite enfant. Elle comprenait plus ce qu'elle ne disait. Elle avait vu quelque chose, j'en étais certain. Je ne voulais pas en faire la complice de ma guerre, ne voulais pas l'alourdir de tout cela. Mais je savais aussi que quand tout éclaterait au grand jour, ce serait dur pour elle. Et je devais faire en sorte qu'elle sache, son père n'était pas fou, son père n'était pas paranoïaque. Son père connaissait simplement la vérité et attendait le bon moment. Le détective me fit parvenir une enveloppe 10 jours plus tard, par le même intermédiaire. Je l'ouvris dans les toilettes, porte verrouillée, enveloppe sur les genoux. Des photographies. Nicolas entrant dans notre immeuble à 1h du matin. Nicolas ressortant à 3h30. Les dates, les heures, 3 visites, toutes documentées. Et en plus, une transcription de messages. Le détective avait fait expliquer par l'intermédiaire comment il se les était procurés. Je n'entrerai pas dans les détails. Une correspondance sur les 2 derniers mois. Je lus ces messages assis sur le couvercle des toilettes, dans notre salle de bain commune, où ses crèmes côtoyaient sur l'étagère un flacon d'eau de Cologne à lui. Nicolas l'avait oublié un jour. Elle ne l'avait pas rangé. Il était toujours là. Je lisais et mon visage était de bois. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que je ressentais tellement que le corps avait simplement coupé les réactions extérieures, par protection. Ils se correspondaient depuis longtemps, bien avant l'AVC. Mon AVC leur avait simplement offert une occasion. Il n'était plus nécessaire de se cacher aussi soigneusement. Ils pouvaient venir la nuit, puisque j'étais sous médicaments. Ils pouvaient être ensemble chaque jour, parce que cela ressemblait à s'occuper d'un mari malade et aux visites d'un ami. Dans l'un des messages, c'était environ 1 semaine après ma sortie de l'hôpital. Nicolas lui avait écrit quelque chose. Je ne le citerai pas mot pour mot. Je dirais seulement que le sens était « c'est plus simple maintenant ». Elle avait répondu « ne dis pas ça ». Lui « pourquoi, c'est la vérité ?» Elle n'avait rien répondu. « Ne dis pas ça ». Non pas parce que c'était faux, mais parce qu'il ne fallait pas le dire. Je repliai les feuilles dans l'enveloppe, tirai la chasse, par réflexe, sortis des toilettes, traversai le couloir, allai dans ma chambre, m'allongeai, fixai le plafond. Je restai longtemps à réfléchir, très longtemps. Puis je commençai à calculer. Nous avions des biens communs, l'appartement, la maison de campagne, un compte en banque. L'entreprise était à mon nom, mais Marie figurait comme co-associée dans l'une des filiales. Cela s'était fait historiquement, pour des raisons d'optimisation fiscale. Il fallait régler cela. Maître Blanchard y réfléchissait déjà. Je lui en avais parlé dès le premier appel. Je n'étais pas animé par l'envie de lui faire mal pour le simple plaisir de la douleur. Je voulais la justice. Je voulais que ce que j'avais bâti de mes mains ne lui revienne pas par défaut. Je voulais qu'elle et lui répondent tous les deux de ce qu'ils avaient fait, pendant que je gisais sans défense dans la chambre d'à côté. Froidement, méthodiquement, sans hystérie. Je passai à la première étape 3 jours après avoir reçu l'enveloppe. Je fis dire à Maître Blanchard par l'intermédiaire « On commence ». Il savait quoi faire. Nous avions tout planifié en détail au téléphone. En parallèle, je m'occupais d'autre chose. Nicolas avait une entreprise, modeste mais réelle, des marchés de travaux, quelques chantiers. Je connaissais suffisamment de monde dans ce secteur. Je commençais discrètement, par des tiers, à rassembler des informations sur ses affaires. Non pas pour le détruire, ce n'était pas mon but, mais pour savoir ce que j'avais en main si jamais j'en avais besoin. Je trouvais des choses intéressantes. Nicolas travaillait avec plusieurs clients à des conditions qui, regardées de près, paraissaient douteuses. Rien de criminel, mais le genre de choses dont on préfère que trop de gens ne sachent pas. Je notais cela dans un coin de ma mémoire. Deuxième étape, Marie et la co-association. Maître Blanchard trouva un moyen légal de l'en retirer. Cela prit du temps, mais ce fut fait discrètement, par les procédures corporatives habituelles. Elle signa plusieurs documents. Je le lui avais demandé, en lui expliquant que c'était pour le fisc, une restructuration. Elle signa sans lire. Elle n'avait jamais lu ce qu'elle signait dans mes affaires. Elle me faisait confiance, amère ironie. La troisième étape était la plus importante, l'appartement. Acheté pendant le mariage, bien commun. Au divorce, il se partage en 2. C'est la règle. Mais Maître Blanchard trouva des nuances.
Une partie de l'apport initial avait été versée avec l'argent reçu en héritage de mon père. Cela pouvait être documenté. Cela modifiait les proportions. Pas radicalement, mais cela les modifiait. 4e étape. Les preuves de l'infidélité. Dans notre juridiction, l'infidélité en elle-même n'est pas un motif légalement suffisant pour modifier le partage des biens. La loi est la loi. Mais ces preuves me servaient à autre chose, à Léa. Pour que le tribunal, au moment de statuer sur la garde, comprenne à qui il avait affaire. Je restais allongé et je récupérais. Je prenais les médicaments nécessaires, faisais les exercices prescrits par le médecin, mangeais, dormais, faisais tout correctement. Marie me regardait progresser et pensait sans doute « tant mieux, il guérit ». Elle ne savait pas que je guérissais aussi pour pouvoir me tenir droit le jour où tout commencerait. Nicolas continuait de venir. Je le regardais et pensais « Tu crois que tu es plus malin que moi ? Tu crois que je suis cloué au lit, sans défense ? Tu crois que les médicaments font leur effet ?» Je le regardais et je souriais. Léa. Un soir que Marie était partie faire des courses, Léa entra dans ma chambre et s'assit, simplement. Nous regardâmes la télévision en silence. Puis elle dit doucement, sans me regarder. « Papa, tu vas t'en sortir ?»« Oui. » « Je veux dire, vraiment s'en sortir. » Je la regardais. Elle fixait l'écran. Je dis « Oui, Léa, vraiment. » Elle hocha la tête, ne dit plus rien. Mais je compris, elle savait ou se doutait. Et elle était de mon côté. Non pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'elle l'était. 2 mois après avoir reçu l'enveloppe, je me levai un matin, m'habillai normalement, pour la première fois depuis longtemps, de vrais vêtements, pas un pyjama, et allai prendre le petit déjeuner. Marie me regarda avec surprise. Je m'assis à table et dis « Il faut qu'on parle ». Elle le sentit aussitôt. Je le vis dans ses yeux, quelque chose se contracta en elle. Elle s'assit en face, silencieuse. Je posai l'enveloppe sur la table, pas tout, seulement quelques photographies et 3 pages de messages. Le reste était chez Maître Blanchard. Elle regarda longuement, puis leva les yeux. J'attendais n'importe quoi, des larmes, des cris, des dénégations. Elle dit « Tu savais ?»« Oui. » « Depuis longtemps ?»« Suffisamment. » Elle ferma les yeux, puis « Je vais t'expliquer. Ce n'est pas nécessaire, je sais déjà tout. Maintenant tu vas savoir ce qui va se passer. » Et je lui expliquai calmement, sans élever la voix, ce qui avait déjà été fait concernant la co-association, les documents relatifs à l'héritage et à l'appartement, le fait que Maître Blanchard avait déjà déposé la demande de divorce et que j'avais tout le nécessaire pour le tribunal sur la question de la garde de Léa. Je parlais avec régularité, comme si je lisais une liste. Elle était assise et écoutait. Son visage était blanc. Puis elle dit « Tu n'as pas le droit. Tu étais malade. Je me suis occupé de toi. » Je la regardais et je dis « Tu t'es occupé de moi et tu faisais entrer Nicolas dans notre maison la nuit pendant que je gisais sous médicaments dans la chambre d'à côté. Tu veux que le tribunal l'évalue aussi ?» Elle se tut. Je me levai, pris l'enveloppe et retournai dans ma chambre. Je fermai la porte. Nicolas m'appela le lendemain. Elle avait dû lui dire. Je décrochai. Il commença à parler. Je ne le laissai pas finir. J'ai des documents concernant tes chantiers qui intéresseraient certaines personnes. Je ne te menace pas, je t'informe simplement. Je raccrochai. Il ne rappela pas. Le divorce dura plusieurs mois. Marie prit un bon avocat, je dois le reconnaître. Mais Maître Blanchard était meilleur et les documents étaient de notre côté. L'appartement fit partager en tenant compte de l'apport hérité. J'obtins la plus grande part. La maison de campagne me revint entièrement. C'était mon argent, mes documents, incontestables. Les comptes furent réglés à l'amiable. Léa resta avec moi. Elle dit elle-même au tribunal avec qui elle voulait vivre. 16 ans, on en tint compte. Marie obtint un droit de visite régulier, tout dans les règles. Je ne la détruisis pas publiquement, ne racontai rien aux connaissances communes, ne mis rien en lumière. En partie à cause de Léa, à quoi bon? En partie parce que ce n'était pas nécessaire. Ce que j'avais fait était suffisant. Nicolas disparut de nos vies de lui-même.
Je ne sais pas s'il continue quelque chose avec Marie, cela ne m'intéresse pas. Ses chantiers, à ce que j'ai entendu, se sont réduits. Quelqu'un dans le milieu a cessé de travailler avec lui. Je n'y suis pour rien. L'information circule, c'est tout. J'ai aujourd'hui 45 ans. Bientôt 2 ans ont passé. Je n'ai pas récupéré entièrement. Le bras droit n'est pas revenu à 100%. Mais je travaille, je marche, je parle normalement. Léa vit avec moi, étudie, grandit. Nous parlons, vraiment, comme 2 adultes, bien qu'elle n'ait que 16 ans. Elle est solide, plus solide que je ne le croyais. Je pense parfois à ce qui s'est passé, sans douleur aiguë. La douleur est là, bien sûr. Elle n'a nulle part où aller. Mais ce n'est plus cette douleur aiguë qui coupe le souffle. Plutôt une trace, comme une cicatrice. La cicatrice est là, mais elle n'empêche pas de vivre. Ce qui me pèse le plus, et cela peut sembler étrange, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est le temps que j'ai mis à ne pas vouloir voir. Le fait que je cherchais des explications au lieu de regarder en face. Que je me disais, la maladie, la paranoïa, les médicaments. Que je me convainquais encore et encore. L'être humain ne veut pas voir ce qui va détruire son monde. C'est normal, c'est humain, mais cela n'aide pas. Une seule chose aide. À un moment donné, cesser de chercher des explications et commencer à regarder droit devant soi, aussi douloureux que ce soit. J'ai regardé, j'ai vu, et j'ai fait ce que j'estimais juste. Vous pouvez penser que j'ai été impitoyable, peut-être, mais je n'ai jamais levé la main. Je n'ai pas dit un mot de trop à voix haute, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai simplement utilisé ce que j'avais, ma tête et le temps. Ils pensaient que le temps jouait en leur faveur. Il s'est avéré qu'il jouait en faveur du mien. Je ne sais pas si l'on peut pardonner une telle chose. En théorie, sans doute, les gens pardonnent des choses bien pires. Mais moi, je n'ai pas pu. Non pas parce que je n'ai pas voulu essayer, mais parce que chaque fois que je la regardais, je ne la voyais pas, elle. Je voyais 1 heure du matin, des pas prudents dans le couloir, et moi, allongé dans le noir, les bras le long du corps. Cela, je ne pouvais pas le pardonner. Du moins pas moi.